Il était une fois un petit canard qui se trouvait fort vilain et ne voulait pas suivre la nichée. Se sentant très différent de ses frères et sœurs, il se refusait à entrer dans le rang et à suivre les traces de ses parents. Depuis sa venue sur Terre, il avait toujours trouvé sa vie difficile, car il ne s'était jamais senti véritablement accueilli au sein de sa famille, qui ne le comprenait pas et préférait le reléguer au banc des oubliés. Tout petit déjà, à l'école des Canetons, il s'était senti rejeté par les autres à cause de sa singularité. Il mettait pourtant beaucoup d'énergie à s'intégrer à la troupe, à apprendre tout ce qu'on lui enseignait avec rigueur, sérieux et application. Mais dans la basse-cour de récréation, malgré tous les efforts qu'il déployait pour se faire aimer, les autres canetons prenaient un malin plaisir à cancaner dans son dos, se moquant de ses plumes aux couleurs bizarres, de son bec trop fort et crochu, et surtout de son travail trop assidu à leur goût. Il faut dire que le vilain petit canard mettait un point d'honneur à apprendre toutes ces leçons pour décrocher de jolis bons grains bien blonds et bien dorés, autant de récompenses prestigieuses amassées dans le but de plaire à ses parents, qui avaient placé la barre très haut en exigeant toujours plus. Le vilain petit canard se sentait bien seul dans la basse-cour, souvent meurtri par les caquetages persifleurs des autres canetons. Il se sentait ainsi exclu et rejeté, ce qui lui rappelait étrangement sa vie dans le nid au sein de sa famille. Le vilain petit canard ne comprenait pas ce qui pouvait à ce point déplaire aux autres canetons, lui qui faisait tant d'efforts à aller vers eux, à se montrer joueur et gentil. Il finit par croire qu'il était bien vilain, et à travers ses larmes, commença à avoir honte de lui-même et à ne pas s'aimer tel qu'il était. Ce faisant, il se persuadait ne pas être digne d'amour ou d'amitié, et se victimisait ainsi inconsciemment un peu plus chaque jour, ce qui poussait bien entendu les autres à continuer leur colibet. Dans le nid, au lieu de trouver un peu de réconfort, il avait également beaucoup de mal à faire entendre ses petits coins-coins lors des discussions de famille, car on ne lui prêtait guère attention. L'aîné de la fratrie, une canette à la personnalité affirmée, prenait toute la place et monopolisait l'attention des parents. Il caquetait ainsi tout seul, dans le vide, et avait la curieuse impression de ne pas exister. Au fil du temps, il se rendit compte que, quelles que soient les décisions de ses parents, il passait toujours en dernier et n'avait jamais son mot à dire. Ainsi, il s'était vite perçu comme transparent, en quelque sorte, et s'était forgé la conviction d'être la troisième roue de la charrette. Le vilain petit canard ne s'était jamais senti véritablement aimé pour ce qu'il était au sein de la nichée. Même lors de ses accomplissements majeurs, il n'avait jamais vu briller la fierté dans les yeux de ses parents, ni même entendu de compliments ou de félicitations, ce qui l'avait profondément blessé et conduit à une absence totale de confiance en lui et de foi en ses capacités, qui étaient pourtant fort grandes. Quoi qu'il fasse, quels que soient ses succès ou son cheminement personnel, rien n'était assez digne d'intérêt ou de mention pour ses parents. Ainsi, au fil de ses jeunes années, le vilain petit canard avait fini par se construire une image déformée et très négative de lui-même, une sorte de pièce rapportée qu'on avait fait venir au monde par hasard et qu'on laissait pousser comme une plante verte dans son coin, sans prendre le soin de l'arroser ni de la mettre à la lumière. Le vilain petit canard avait souvent la désagréable impression de faire tapisserie, ou à tout le moins de servir de décoration au sein de la nichée.
Il souffrait en particulier de la comparaison qui lui était constamment infligée avec sa sœur aînée la Canette, qui, elle, avait choisi d'incarner toutes les valeurs et les projections matérialistes de ses parents et s'en voyait glorifiée. Les parents nourrissaient de grandes ambitions pour leur Canette aînée. Ils avaient placé de grands espoirs en leur progéniture, et celle-ci semblait se fondre parfaitement dans le moule et correspondre en tout point à leurs rêves éveillés. Le vilain petit canard, lui, éprouvait malgré tout un amour pur pour sa sœur, et n'avait jamais voulu céder à la facilité de la jalousie, en dépit de la grande préférence et du favoritisme qui étaient clairement affichés par ses parents, en particulier par son père, qui ne prenait même pas la peine de les cacher. Le vilain petit canard adorait son père et lui vouait une admiration sans bornes, mais celui-ci ne lui montrait rien en retour et semblait se désintéresser de lui, tant il était investi dans sa grande fierté et son amour exclusif pour sa Canette aînée, qui était son miroir en tout point. De son côté, celle-ci profitait largement de son statut de canne intronisée pour humilier et dénigrer le vilain petit canard, prenant un malin plaisir à en faire la risée de la nichée tout au long de leurs jeunes années. Il faut dire que tout était sujet à lutte de pouvoir dans cette famille, ce qui ne manquait pas de générer un climat malsain, ponctué de nombreuses et violentes prises de bec entre les parents, qui pouvaient mener jusqu'au lynchage verbal. Nul ne pouvait contester la domination du père et de sa Canette préférée, qui avait soigneusement choisi son camp. Ces deux-là régnaient en maître sur la nichée et s'entendaient comme larrons en foire pour se gausser régulièrement des autres. Le jeu n'en était que trop tentant et si drôle. Si sa mère était parfois sensible à l'incompréhension et au désespoir du vilain petit canard humilié, elle avait préféré fermer les yeux sur les caquetages incessants du père et de l'aîné. Toute cible de leurs critiques et de leur méchanceté qu'elle était, elle aussi, elle s'était résignée et avait finalement choisi l'inertie pour se préserver, incitant au passage le vilain petit canard à l'imiter et à faire le dos rond, à ramasser ses plumes et à ne surtout pas trop s'affirmer pour se défendre. Celui-ci avait donc appris à se faire tout petit, à ne pas se montrer de trop et à raser les murs, partout où il allait. Confronté aux médisances et à la sournoiserie perpétuelle, il était, à l'instar de sa mère, toujours sur la défensive, un comportement récurrent qu'il avait vite adopté pour se protéger et qui, sans le savoir, le desservirait toute sa vie. Les attaques quotidiennes et le sentiment d'injustice avaient fini par forger un fort caractère qui pouvait parfois s'avérer explosif. Il avait aussi développé beaucoup de complexes et de dégoût pour lui-même, tant il était affecté par les critiques constantes des êtres qu'il aimait pourtant de tout son cœur et à qui il ne pourrait jamais plaire. Au fil des années, le vilain petit canard avait atteint l'âge adulte et s'était battu pour trouver sa place au sein de la grande communauté des canards, à travers diverses tentatives d'apprentissage, de concours, d'emploi, de reprise d'études et de reconversion. Parmi ces multiples expériences, il avait ainsi tenté d'éduquer les canetons des nichés les moins nantis en leur enseignant la langue des oies, mais n'avait finalement pas trouvé sa place au sein du Grand Conseil national de l'éducation des canards. À son insu, et de façon totalement inconsciente, il s'était en effet placé dans une situation de rejet et d'humiliation qui ne faisait que lui faire revivre sa blessure d'enfance, toujours à vif dans son cœur et son esprit. Assurément, les petits canards de banlieue ne voulaient en aucun cas être éduqués,
encore moins apprendre la langue des oies, car c'était à peine s'ils maîtrisaient déjà leur propre langue. La plupart, en manque de repères et subsistant avec grande peine dans des conditions difficiles, ils voulaient, eux aussi, tout simplement être reconnus et aimés pour ce qu'ils étaient. Et cela, le peu vilain petit canard ne l'avait pas compris, tout absorbé qu'il était à trouver sa place au sein de la grande communauté et à être enfin considéré, reconnu et accepté. De toute évidence, il avait aussi inconsciemment cherché à réparer l'expérience malheureuse de ses jeunes années à l'école des Canetons, tout vilain petit canard rejeté par les autres qu'il était. Les petits canards de banlieue caquetaient sans cesse en classe. Ils se montraient rudes et indomptables, parfois même violents et très cancaniers vis-à-vis de leurs professeurs. Alors, pour obtenir le respect, ce qui lui avait tant fait défaut dans sa famille, et pour ne pas finir en magret ou en confit, le vilain petit canard s'était endurci et avait posé beaucoup de limites à ses élèves, trop sans aucun doute. De victime, il était devenu bourreau, à force de contraindre les petits canards de banlieue à apprendre la langue des oies contre leur gré, et surtout de manière bien trop rigoureuse, rejoint ainsi l'histoire de son éducation trop stricte. Pour ne pas souffrir, il s'était donc forgé une carapace en se montrant dur et inflexible, alors qu'au fond, tout ce qu'il voulait était qu'on l'aime enfin et montrer tous les trésors d'amour qu'il avait à partager. Cachant ainsi sa vraie nature profonde, gentille et bienveillante, il finit par craquer au bout de plusieurs années de lutte, et le masque de plumes sombres qu'il avait si longtemps pris soin de revêtir tomba soudain. Il ne pouvait tout simplement plus continuer à vivre dans le mensonge, condamné à un combat perdu d'avance, à un sentiment de rejet et d'exclusion toujours cruellement éprouvé, et surtout à l'aversion de lui-même. À plusieurs reprises, suite à cette expérience malheureuse mais ô combien formatrice, le vilain petit canard avait tenté de trouver qui il était vraiment au fond, s'essayant à diverses activités tout au long de sa vie. Un petit canard tour à tour assistant, secrétaire, archiviste, comptable, commerçant, masseur, hôte d'accueil, mais aussi chanteur à ses heures, artiste, amoureux des couleurs et rempli d'imagination, lui qui rêvait de décorer les nids de ses toiles et objets qu'il peignait allègrement en musique. Un petit canard créatif et joyeux dans le fond, mais dont le caractère bien trempé camouflait la nature sensible et empathique, remplie de compassion pour les autres qui venaient lui conter leurs tracas dans son petit atelier d'art, où il avait aménagé un petit café. Sans le savoir, le vilain petit canard avait trouvé là une raison de vivre, celle d'être à l'écoute et de venir en aide aux âmes écorchées par la vie qu'il comprenait si bien. Pendant des années, il avait ainsi repris des études, effectué quelques reconversions et tenté d'exercer plusieurs métiers très différents. Lisser ses plumes pour paraître un canard présentable et rentrer dans le rang, revêtu divers masques et costumes. Hélas, il n'était jamais parvenu à ses fins et se sentait toujours illégitime, sans doute affublé du fameux syndrome de l'imposteur. Chaque fois qu'il commençait une nouvelle activité, il en voyait très vite l'issue. Il était comme frappé d'une malédiction, la fatalité d'un éternel recommencement voué à un avortement spontané. Malgré son enthousiasme à toujours écouter son cœur et à prendre un nouveau départ,
il s'apercevait au bout de quelques mois que son nouveau métier ne lui apportait finalement pas l'épanouissement dont il avait tant rêvé. Consterné, il ne se sentait tout bonnement jamais à sa place. Ses parents, eux, se désolaient de ce scénario répétitif, préférant porter des jugements hâtifs et réprobateurs au lieu de lui prêter une oreille bienveillante. C'est que le vilain petit canard ne faisait pas leur fierté. Il n'était à leurs yeux qu'une sorte de canard raté qui n'arrivait pas à gagner sa vie. Ils évitaient commodément de s'interroger sur l'origine de son profond mal-être et de réfléchir à ce qu'ils pourraient bien faire pour lui venir en aide. Alors, ils préféraient continuer à faire leur mauvais choix, en reportant toute leur attention sur leur canette aînée, se désintéressant parfois totalement des aventures à rebondissement de leurs rejetons. Un beau jour, le vilain petit canard finit par comprendre la raison de cette quête sans fin. S'il n'arrivait pas à trouver sa place au sein de la grande communauté des canards, c'était que la cause profonde remontait bel et bien à son enfance. Il n'avait tout simplement jamais réussi à trouver sa place au sein de sa propre famille. Comment diable aurait-il pu trouver sa place au sein de la société ? Il réalisa alors que sa famille n'était qu'une petite société, un microcosme de la grande communauté des canards, et que, se sentant toujours exclu, ou à tout le moins indigne d'attention, de respect pour sa différence et d'amour inconditionnel, il ne pourrait jamais faire partie de la grande communauté qui n'était ni plus ni moins qu'un reflet, une projection plus large de sa famille. Alors il entreprit diverses thérapies pour se guérir de cette grande blessure, car il sentait bien à travers toutes ces tentatives désespérées d'intégration qu'il ne parviendrait jamais à être heureux s'il ne s'acceptait pas tel qu'il était et s'il ne commençait pas à s'aimer tout seul. Tout jeune, il se souvenait d'avoir essayé de se justifier en parlant de ses ressentis bien différents à ses parents. Mais ceux-ci l'avaient toujours considéré comme un original, une sorte de marginal trop sensible, ce dernier trait de caractère le classant à leurs yeux parmi les fous, un raccourci au demeurant bien pratique pour ne pas se remettre en question. Si sa mère lui avait prêté une oreille de temps à autre, son père avait continué à l'ignorer royalement, préférant accorder tout son crédit et son attention à sa jeune canne aînée, en narrant ses exploits de plus belle dans l'échelle de la communauté, la plaçant au passage sur un piédestal. Devenu adulte et avec le recul, le vilain petit canard finit par admettre qu'on ne pouvait pas forcer l'amour. Alors, il s'éloigna de cette famille qui le faisait tant souffrir pour se reconstruire. Pourtant, après ce départ salvateur, il décida de faire des recherches pour comprendre les causes de cette histoire familiale singulière et découvrit alors que la préférence pour l'aîné de la nichée était inscrite dans une sorte de schéma qui se répétait depuis des générations et perdurait dans le clan paternel. Cet amour exclusif, le père du vilain petit canard l'avait d'ailleurs par la suite reporté sur sa petite canette aînée, issue de la nichée de son aîné devenu canne-mère, aux grandes dames de ses autres petits canetons, qui souffraient tous de cette préférence disproportionnée à nouveau affichée sans aucun scrupule. L'histoire se répétait, et la plupart des membres de la famille semblaient trouver cela normal, comme inscrit à jamais dans la fatalité, à l'exception du vilain petit canard qui avait souvent l'impression de revivre une terrible injustice.
en faisant un travail sur lui-même, le vilain petit canard prit la décision de pardonner à son père qu'il avait tant blessé par ses mauvais jugements, son indifférence et son désintérêt. À sa sœur aînée, si détractrice qu'il avait régulièrement trahi et rabaissée, ainsi qu'à sa mère, si passive et critique à la fois. Pour lui, il n'était plus question de continuer à se nourrir de tous ces mauvais souvenirs, de rancœur, de tous ces non-dits, de ces sentiments d'exclusion, d'injustice et d'impuissance. Il fallait à tout prix se libérer de cet énorme poids qui l'étouffait et l'empêchait de déployer pleinement ses ailes, d'être heureux de vivre, tout simplement. Il prit alors l'initiative d'écrire une longue lettre à ses parents en leur racontant son histoire, celle du vilain petit canard qui se trouvait fort vilain et ne voulait pas suivre la nichée. Peu lui importait la façon dont ils allaient la recevoir et la lire, et à ce sujet il ne se faisait aucune illusion. Non, il s'agissait plutôt de se décharger enfin de tout ce qu'il avait pu ressentir et accumuler à leur côté, de leur expliquer à quel point ce conditionnement et ces traumatismes avaient fini par l'atteindre et façonner cette image si négative de lui-même. Sans oublier de leur pardonner du fin fond de son cœur et de leur dire que malgré tout, il les aimait profondément. Après ce long travail sur lui-même, il commença alors à s'aimer véritablement, à se reconnaître ses belles qualités comme à accepter ses points faibles, et se dit que s'il avait grandement déçu ses parents par son inaptitude à rentrer dans le rang et à occuper une place digne de considération dans l'échelle de la grande communauté des canards, ses parents, eux, l'avaient également bien déçu, car il n'avait pas su l'aimer pour lui-même et lui donner une vraie place dans la famille. Toute leur vie, ils étaient passés à côté de son essence, de son être véritable qui était amour, authenticité et sincérité, et qui ne cherchait pas à briller de tout son ramage pour qu'on le remarque et qu'on l'apprécie. Bien que imparfaits eux-mêmes, comme tous les canards de la terre, ils l'avaient sans cesse critiqué et jugé, s'attardant sur ses faiblesses, ses choix non conformes à leurs attentes, son caractère rebelle et son côté marginal, au lieu de voir le bel être qu'il était devenu et tout l'amour qu'il donnait aux autres. Le vilain petit canard parvint à pardonner et ne cessa jamais d'aimer ses parents, tels qu'ils étaient, et malgré leur désapprobation et leur désintérêt, toujours croissant au fil du temps. Il les remercia pour tout ce qu'ils lui avaient appris à travers cette leçon de vie. Il comprit enfin que l'amour véritable était caché au fin fond de lui-même et qu'il n'avait besoin de personne pour savoir qui il était vraiment et se reconnaître sa valeur. Ce parcours singulier que les autres jugeaient souvent comme un chemin chaotique, il le percevait au contraire comme une grande richesse et en était même devenu fier, car il avait réussi à transformer ses échecs en expériences formatrices, le révélant toujours au plus près de lui-même. Il reconnaissait aussi qu'à la suite de toutes ces tentatives infructueuses d'activité, à travers toutes ces phases de doute et de remise en question, il avait toujours su rebondir et avait une grande force en lui. S'il avait emprunté ce chemin sinueux, il l'avait toujours fait avec courage, détermination et volonté. Il comprit aussi que ce chemin était celui de la guérison et que la route était bien plus importante que l'arrivée. C'est alors qu'il prit conscience qu'après le pardon accordé à ses parents et à sa sœur, il était temps de se pardonner à lui-même et de s'aimer enfin de tout son cœur. Se pardonner enfin pour avoir laissé ses êtres lui infliger ses blessures, se pardonner surtout
pour avoir lui-même choisi d'en être profondément affecté tout au long de sa vie. Et tout cela pourquoi, au final ? Quel était donc le but de son incarnation sur Terre? Que cachait le grand rideau derrière toute cette mise en scène, cette mascarade au sein de la communauté des canards? Il chercha à percer les mystères de la vie, en s'ouvrant à tout ce qui le dépassait, à tout ce qui était plus grand que lui. À travers ses recherches au fil du temps, il comprit qu'il était, comme tout un chacun, un être de lumière et d'amour qui était venu au monde pour se reconnecter à son essence, se retrouver et s'aimer avant tout, afin d'être capable d'aimer les autres à son tour. À l'instar d'une goutte d'eau dans l'océan, il faisait partie d'un tout et avait ainsi toute sa place et son utilité dans l'univers. Il pressentait aussi que tous les canards ne faisaient qu'un et avaient décidé entre eux, avant de s'incarner chacun de leur côté sur Terre, de s'attribuer les rôles qu'ils joueraient dans la pièce de théâtre qu'ils avaient minutieusement choisie, celle qui les ferait expérimenter toute une palette d'émotions et de sentiments pour grandir, évoluer ensemble. Libéré du poids de la culpabilité de ne pas avoir répondu aux attentes de ses parents et de ne jamais avoir été suffisamment digne de leur attention et de leur amour, le vilain petit canard se dit qu'il n'était pas si vilain après tout, et réussit à s'aimer enfin, tel qu'il était. Il se transforma alors en un magnifique goéland qui put enfin voler de ses propres ailes par-delà les océans. Un goéland aux plumes tricolores, au bec trop fort et crochu, oui, mais libre comme l'air, heureux et fier de son parcours, car s'il s'était bien entendu chercher toute sa vie et n'avait jamais pu trouver de véritable ancrage, s'il s'était parfois bien mal jugé lui-même, il avait somme toute réussi à traverser bien des tempêtes. Et il avait fait l'exploit de reconnaître puis de transcender sa plus grande blessure. Tout vilain petit canard qu'il était, il était même parvenu à se faire aimer et à fonder à son tour une bien jolie petite nichée. Et malgré tout son handicap, sa profonde blessure et la place qu'il n'avait jamais eue au sein de sa famille, il avait fini par se reconnecter à son essence et trouver la paix intérieure. Sa grande sensibilité, il ne la considérait plus comme une faiblesse, mais plutôt comme une force, un atout indéniable pour aider les autres âmes blessées à se reconstruire. Riche de toutes ces expériences, il pouvait maintenant guider les autres sur leur chemin, à trouver leur place à leur tour. La quête du Graal s'achevait. Là était sa mission de vie. Là était sa place. La place qui prenait enfin tout son sens et qu'il avait mis tant de temps à prendre. L'aventure ne faisait que commencer et la route était belle, car il s'autorisait enfin à être. Voilà, le conte est terminé. Je suis Physalisia, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, canal, énergéticienne, numérologue et peintre intuitive. Et ceci est mon histoire. Ce que j'ai vécu et ressenti toutes ces décennies ont façonné ma personnalité et orienté mon chemin à la recherche inconsciente de la guérison de ma plus grande blessure. D'où ma recherche perpétuelle de place à occuper dans la société, entendez par là une activité professionnelle qui me révèle à moi-même, me donne une raison d'être et le sentiment d'être utile aux autres. Alors je souhaite profondément que ce conte initiatique vous aide à explorer les raisons de votre blessure majeure et vous guide à la transcender. Je suis convaincue que les personnes qui nous blessent le plus sont nos meilleurs professeurs.
Elles sont là pour nous faire grandir et évoluer, pour nous apprendre à nous dépasser. Vous l'aurez compris, je suis adepte du pardon. À mon sens, il permet une puissante libération dans le cœur comme dans l'esprit. J'ai conscience qu'il n'est pas toujours facile à accorder, qu'il demande du courage et peut prendre des années, et qu'il reste parfois, malheureusement, à sens unique. Mais je suis certaine que le résultat ne peut être que positif, pour vous comme pour tous ceux qui vous ont blessé. Remercier ces personnes est aussi un acte d'amour et de paix. Il ne tient qu'à vous de décider de ne plus être blessé pour changer votre vie. Nous seuls pouvons choisir de nous libérer. Nous avons aussi le pouvoir de changer la perception de notre histoire et de transformer nos blessures en atouts. C'est ce que je vous souhaite, de tout cœur. Je vous souhaite de trouver votre Graal et de commencer à être qui vous êtes.